je suis venue vous parler des exoplanètes, des planètes extrasolaires. Euh, on va voir un petit peu, c'est un sujet de l'astrophysique qui a émergé ces 30 dernières années. Et je vais essayer de vous faire partager un petit peu l'évolution des connaissances au cours de ces 30 dernières années. La question de l'existence d'autres planètes autour d'étoiles autres que le Soleil est une question très ancienne, en fait. Les hommes se sont posé cette question depuis fort longtemps, depuis plusieurs siècles. Cependant, tant qu'on a été dans le système de Ptolémée qui mettait la Terre au centre du monde et le Soleil qui tournait autour, c'était assez difficile de se poser d'envisager l'existence d'autres terres, parce que la Terre tenait un rôle tellement particulier. Le système de Copernic, qui plaçait la Terre et les autres planètes autour du Soleil, a permis de lever ce problème. Et maintenant, le système de Copernic est bien sûr adopté par tout le monde. Et il a été corroboré, confirmé par beaucoup de monde, Galilée, Kepler et surtout Newton, en établissant les lois universelles de la physique. Donc là, il n'y a plus de questions à se poser de ce côté-là. Et une fois que la question comment dire, la Terre tournait autour du Soleil, on avait compris que le Soleil était peut-être une étoile banale comme les autres, la question pouvait se poser de savoir s'il existait d'autres terres. Et les philosophes comme Fontenelle ont posé la question au XVIIIe siècle, est-ce qu'il y aurait d'autres terres, d'autres mondes autour d'autres étoiles? Alors, la question de manière scientifique a été abordée toujours au cours du XVIIIe siècle, qui a été un siècle particulier. Ah, c'est pas normal, c'est quand même. Non, si, c'est qui a été un siècle particulièrement foisonnant dans les idées, avec tous les naturalistes, les scientifiques qui ont émergé à ce moment-là. Et je voudrais citer en partie, et c'est à ce moment-là que les premières théories de formation du système solaire ont émergé. Et dans ce cadre, je voudrais citer Buffon, qui était un grand naturaliste dijonnais et qui a proposé une théorie de formation des planètes dans lesquelles elles étaient issues d'une collision entre une très grosse comète et le Soleil, qui aurait arraché de la matière et qui ensuite aurait formé les autres planètes. Buffon a aussi apporté pour la première fois, en faisant des manips de physique sur le refroidissement de sphères chaudes, a apporté une première idée de l'âge de la Terre. Il l'a daté à peu près à 10 millions d'années, alors qu'on n'avait pas du tout d'idée de l'âge de la Terre avant. Alors l'histoire dit que peut-être il pensait même que c'était plus, mais il avait peur que les gens trouvent qu'il poussait le bouchon un peu trop loin. Donc 10 millions d'années annoncées par Buffon à cette époque-là, au XVIIIe siècle. Et bien sûr, après, il y a eu les théories de Kant et de Laplace, théorie de la nébuleuse primitive, qui donnait un premier cadre de formation, un premier scénario de formation des planètes autour du Soleil. Alors, dans ce scénario, le Soleil et les planètes venaient de l'effondrement d'une nébuleuse de gaz et de poussière, effondrement, aplatissement et finalement formation des planètes. Alors bien sûr, c'était pas toutes les étapes de la formation des planètes n'étaient pas là décrites, mais les idées étaient là quand même. Et on verra que cette théorie de la nébuleuse primitive, qui date de la fin du XVIIIe, finalement, on l'utilise toujours aujourd'hui. Alors, à cette époque-là, bien sûr, on ne connaissait pas toutes les planètes du système solaire. On n'est pas sûr de les connaître encore aujourd'hui, d'ailleurs toutes. Donc, le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, qui sont des planètes telluriques avec un sol solide. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, qui sont des planètes géantes, avec Jupiter, la plus grosse des planètes du système solaire. Donc, les planètes géantes sont essentiellement constituées de gaz, même si on pense que, au moins pour Jupiter, il y a un noyau solide qui fait une dizaine de masses de la Terre à l'intérieur. L'essentiel de leur masse est sous forme de gaz. Et Jupiter fait 300 fois, pour donner une idée, Jupiter fait 300 fois la masse de la Terre et est situé 5 fois plus loin du Soleil que la Terre.
Alors depuis, et essentiellement grâce à l'exploration spatiale, les planètes du système solaire sont beaucoup mieux connues. On connaît mieux la composition chimique de leur atmosphère, en particulier des planètes géantes, mais aussi des planètes telluriques. On a exploré des comètes avec une précision évidemment jamais égalée. Vous en avez quelques-unes ici. Les astéroïdes, et tout ça, ça permet ça a permis de préciser le scénario de formation des planètes du système solaire. Alors, on pense, comme Laplace, que les planètes et les étoiles se forment à l'intérieur de nuages de gaz et de poussière. Les poussières font typiquement 1 micromètre, ou voire moins, et beaucoup de gaz. Et là, on voit par exemple la nébuleuse d'Orion, imagée par le télescope spatial. À l'intérieur de ces nuages de gaz, des petites condensations peuvent se former qui vont constituer la fameuse nébuleuse primitive que l'on voit tout en haut, qui va, comme Laplace le disait, qui va s'effondrer. Sous l'effet de la rotation, va s'aplatir, et ce qui va permettre de, comment dire, la matière va se concentrer au centre, va se précipiter au centre pour former la future étoile, qu'on appelle la proto-étoile. Donc ça, c'est par accrétion. Et à l'extérieur du disque, le disque va s'aplatir de plus en plus, va tourner, et c'est à l'intérieur de ce disque que l'on va progressivement former les planètes. Alors, dans le cas du système solaire, on pense que pour former les planètes, on part de grains de l'ordre de la taille du micron, et il faut arriver à former des terres et des noyaux de planètes géantes. Alors, jusqu'à présent, on a envisagé des processus, des étapes, si vous voulez, qui sont le passage par l'état de cailloux de l'ordre du centimètre. Les grains de tout petits microniques ou submicroniques vont se coaguler pour former des cailloux de l'ordre du centimètre. On a un passage, on sait qu'on passe à une étape de ce qu'on appelle les planétésimaux, qui sont les briques de formation des planètes. Et ces planétésimaux, ils font à peu près 1 kilomètre, typiquement la taille des comètes, 1 kilomètre, 10 kilomètres, donc de cet ordre-là. Il y a encore quelques mystères du passage des petits corps de 10 cm aux planétésimaux. Avant, on pensait qu'il y avait une barrière, ce qu'on appelait la barrière de 1 mètre. C'est difficile de fabriquer, se faire coller des cailloux suffisamment efficacement pour former des cailloux plus gros, parce que quelquefois, enfin, ce que les expériences montrent, c'est que quand on fait collisionner des cailloux entre eux, ils peuvent avoir tendance à se casser plutôt qu'à rester ensemble. Donc là, il y a un petit problème derrière cette étape-là. On peut peut-être franchir, dont on va peut-être comprendre on va peut-être trouver des solutions à ce problème-là. Donc, à partir des planétésimaux, près de la Terre, on va pouvoir former, toujours par rencontre, avec très peu de vitesse, de différence de vitesse, on va pouvoir former des corps d'une centaine de kilomètres, de quelques centaines de kilomètres, qui vont ensuite eux-mêmes se rencontrer pour se coalescer pour former les planètes telluriques. Ça, c'est quand on est près du Soleil. Quand on est plus loin, on va former, on a beaucoup plus de matière, parce qu'on a beaucoup de matière glacée en particulier. Donc on va former, au lieu de former des corps de 100 km, on va former les noyaux de planètes géantes qui vont faire 1000 ou quelques milliers de kilomètres, et jusqu'au moment où ils vont être assez massifs pour accréter le gaz qui est autour. Alors, ce que les observations nous disent, c'est que les planètes géantes, elles doivent être formées très vite, parce qu'on sait que le gaz autour des étoiles jeunes que l'on observe aujourd'hui, de quelques millions d'années, on sait que le gaz disparaît très vite. Et vous verrez, on a la preuve maintenant que les planètes géantes se forment effectivement en 1 ou 10 millions d'années, mais extrêmement vite. Pour ce qui est des planètes telluriques, pendant longtemps, on a pensé qu'elles se formaient en dizaines ou centaines de millions d'années.
Maintenant, on pense qu'elle se forme elle aussi assez vite, plutôt quelques dizaines de milliers d'années, et plus quelques centaines comme on pensait avant. Alors évidemment, là, on sait depuis plus d'un siècle que notre galaxie, on connaît l'existence de notre galaxie, donc un ensemble d'une centaine de milliards d'étoiles. On sait qu'il y a aussi des milliards de galaxies dans l'univers, donc ça fait beaucoup, beaucoup d'étoiles, et la question se pose de savoir combien il y a de planètes autour de ces étoiles. Et nous, ce qui nous intéresse quand on étudie les exoplanètes, c'est de connaître la fréquence, donc le taux de systèmes planétaires autour des autres étoiles que le Soleil. On veut connaître leurs propriétés, leur architecture, savoir si elles ressemblent toutes au système solaire, aux planètes du système solaire ou pas. On veut comprendre les processus de formation, savoir si de nouveau ça ressemble à la façon dont les planètes du système solaire se sont formées ou pas. Et on veut connaître les propriétés des exoplanètes et on veut éventuellement trouver des signes, au moins chercher des signes de vie sur les planètes qui ressembleraient le plus à la Terre. La grosse difficulté, l'astronomie jusqu'à maintenant a été une science qui est basée sur l'observation. On fait des observations, on essaie de les interpréter, ou parfois on prévoit des choses et on essaie de les observer. Alors maintenant, si on veut observer des planètes extrasolaires, si on veut les voir vraiment, c'est extrêmement difficile parce que les planètes, là j'ai représenté la Terre et Jupiter, autour de par rapport à leur étoile, sont beaucoup, beaucoup moins brillantes que leur étoile. On a des rapports de à peu près 100 millions pour Jupiter par rapport au Soleil, et pour la Terre, c'est plusieurs milliards de fois, la Terre est plusieurs milliards de fois plus faible en brillance que le Soleil. Donc c'est extrêmement difficile. Et en plus, quand on le regarde dans le ciel, si par exemple on regardait notre système solaire à 40 années-lumière, donc très près de nous, la séparation entre le Soleil et Jupiter serait de 0,5 secondes, qui est à peu près la taille d'un ballon de basket à 100 km. Donc c'est extrêmement difficile, et la Terre serait évidemment 5 fois plus... ça serait 5 fois plus difficile. Donc, c'est difficile parce qu'on a ce problème de contraste de brillance de lumière entre l'étoile et la planète, et aussi parce qu'elles sont très très proches l'une de l'autre dans le ciel. Et on est en plus gêné par les phénomènes de turbulence atmosphérique qui font que quand on regarde une image du ciel d'un objet ponctuel comme une étoile depuis le sol avec un télescope, même un télescope très très grand, les rayons qui traversent à la traversée de l'atmosphère sont perturbés dans leur direction, et quand ils arrivent au télescope et sur le détecteur, l'image n'apparaît plus comme un point ou comme l'image à travers le télescope, ce qu'on appelle la figure d'Erie, mais apparaît comme une tache très très floue. Et là, je vous ai montré en dessus du Soleil, de l'image du Soleil, de la Terre, de Jupiter, ce que donne une image d'une étoile toute bête au Very Large Telescope, donc les télescopes les plus performants du monde actuellement, qui sont au Chili, donc 8 mètres 20 de diamètre. Et ben on a un truc flou comme ça, et c'est évident que si on fait rien, on ne peut pas voir les planètes directement. Alors cette problématique, le fait qu'on s'est rendu compte assez vite que ce serait très difficile de voir directement des planètes, on en a vu, je vais vous montrer, mais ça a incité les chercheurs dans les années 70-80 à commencer à chercher des planètes par des méthodes indirectes. On s'est dit, on va pas regarder, ils se sont dit, on va pas regarder les planètes, on va pas chercher à voir les planètes, on va chercher à voir l'effet qu'elles produisent sur leur étoile. Alors, il y a plusieurs méthodes. Elles sont basées sur l'application des lois de Kepler, qui nous disent que on sait que peut-être ça va marcher, on ne sait pas. Ça marche pas. Voilà. On sait que les planètes tournent autour du Soleil de manière réciproque. En fait, quand on dit que les planètes tournent autour du Soleil, elles tournent autour du centre de gravité du Soleil et des planètes. Donc si j'imagine que j'en ai deux simplement, le Soleil au centre et une planète, elles tournent autour du centre de gravité du système Soleil-planète.
Ce qui fait que le Soleil, lui aussi, tourne autour l'étoile, elle aussi tourne autour du centre de gravité. Et c'est par cette astuce-là qu'on peut essayer de détecter de manière indirecte des planètes. Là, vous voyez que l'étoile dans le ciel va légèrement bouger. Si on est capable d'avoir la précision qui va bien pour détecter le bouger des étoiles dans le ciel, on peut remonter, on peut se dire, ah ben tiens, c'est peut-être dû à une planète, on peut essayer d'estimer ses propriétés. Alors évidemment, c'est très difficile parce que si on met le Soleil à 10 parsecs, donc très près toujours de nous, le déplacement du Soleil lié à Jupiter est très très petit, il fait 2 millisecondes d'angle, donc c'est très petit, et il est 1000 fois plus petit pour la Terre. Donc c'est très difficile et pour l'instant on n'a pas découvert de planète par cette méthode, mais le satellite Gaia qui a été lancé par l'Agence spatiale européenne en 2013 va en détecter probablement quelques milliers. Simplement, pour l'instant, il est en train d'acquérir les données et l'analyse sera faite à la fin pour rechercher ces exoplanètes, mais il en trouvera vraisemblablement quelques milliers. Donc cette méthode va donner des résultats dans quelques années. Une autre méthode, j'ai du mal, voilà. Une autre méthode est toujours en utilisant le fait que l'étoile se déplace dans le ciel parce qu'il y a une planète autour. En se déplaçant, on va s'intéresser cette fois-ci aux variations de vitesse qu'elle a par rapport à nous. Et par des techniques Doppler qui consistent à étudier les spectres des étoiles. Je n'ai pas donné d'os. Je ne sais pas pourquoi ça tu vas bien. Voilà. Par des techniques de spectroscopie, on va être capable de mesurer les variations de vitesse de l'étoile par rapport à nous et de déduire des propriétés de la planète. Alors, Jupiter, par exemple, sur le Soleil, produit des variations de vitesse de l'ordre de 13 mètres par seconde sur une période de 12 ans. L'espèce de variation, la sinusoïde là qu'on voit, va varier à la mesure de la période de la planète autour de l'étoile. C'est-à-dire, si on a une planète qui tourne en 12 ans autour de son étoile, comme là, et bien là, notre courbe sera parcourue en 12 ans. Pour la Terre, elle tourne en 1 an, la courbe sera parcourue en 1 an, mais l'amplitude, c'est-à-dire la quantité de variation qu'on a, va être plus faible pour la Terre. Et on a là 8 cm/s, ce qui est très peu. Alors, la première planète extrasolaire en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil a été détectée par cette méthode. Il s'agit de 51 Pégase B, qui a été détectée en 1995 par les collègues Michel Mayor et Didier Queloz en utilisant le télescope de 192 cm de l'Observatoire de Haute-Provence. Par cette méthode-là, en fait, à ce moment-là, ils ne cherchaient pas des planètes. Il se trouve qu'eux ne cherchaient pas des planètes, mais ils étudiaient des systèmes binaires d'étoiles et ils sont tombés sur ce système-là qui montrait une périodicité de 4 jours, donc très très courte, et une amplitude très très petite, donc qui ne pouvait pas ressembler et qui ne pouvait pas être due à une étoile. Et en fait, en regardant, en appliquant les lois de Kepler, ils se sont rendus compte que ce signal devait venir d'une planète qui était à peu près 2 fois plus petite en masse que Jupiter, 2 fois moins lourde que Jupiter, mais qui tournait en 4 jours autour de son étoile, alors que Jupiter, je vous l'ai dit, tourne en 12 ans. Donc c'était quelque chose de très très... ça a été un résultat très très important parce que d'abord ça montrait que les planètes extrasolaires existaient. Alors pour la petite histoire, il y avait déjà eu quelques années avant un système un peu comme celui-ci qui avait été découvert par une équipe américaine à laquelle Michel Mayor était associé. Et cette planète, elle faisait, quand on regardait les amplitudes, elle faisait à peu près 11 masses de Jupiter. Donc, il faut savoir qu'on appelle planète tout corps qui est à peu près, dont la masse est jusqu'à 13 masses de Jupiter. Cette masse est fixée par l'amorçage des réactions de brûlage de l'hydrogène dans l'étoile et dans le corps. Les planètes ne brûlent rien.
quand les objets sont plus massifs, on a des naines brunes qui vont pas brûler de l'hydrogène, mais du deutérium. Et enfin bon, toujours est-il que pour ce corps-là, ils ont plutôt pensé qu'il s'agissait d'une naine brune et pas d'une étoile. Et ils l'ont trouvée 6 ans avant 51 Pégase, et elle a été classée comme une naine brune, alors que si ça se trouve, il s'agit d'une planète elle aussi. Ce qui est intéressant pour 51 Pégase B, c'est que elle tourne en 4 jours autour de son étoile. Ça veut dire qu'elle est à peu près 100 fois plus près de son étoile que Jupiter ne l'est du Soleil. Et ça posait aussi une question très intéressante parce que les théories de formation des planètes ne permettent pas d'imaginer qu'on puisse former une planète d'une telle masse aussi près de l'étoile. Donc ça voulait dire qu'il fallait il fallait expliquer ça. Alors ça, c'était donc la première planète extrasolaire autour d'une étoile de type solaire, donc qui ressemble au Soleil. C'était en 1995. Depuis, il y a eu énormément d'améliorations sur la précision des instruments, et grâce à ça, on a gagné à peu près un facteur 100 en précision de ce qu'on pouvait obtenir en termes d'amplitude. Et là, je vous donne une détection qui a été annoncée il y a 2 ans sur Proxima Centauri, d'une planète qui ferait à peu près 1,3 fois la masse de la Terre, qui serait à peu près à la même distance que 51 Pégase B. Mais là, vous voyez, elle fait 1,3 fois la masse de la Terre, alors que 51 Pégase B faisait 0,5 fois la masse de Jupiter. Elle est beaucoup plus légère. Et elle tourne autour d'une étoile qui est moins massive que le Soleil. Alors, vous voyez l'ensemble des points de mesure qui ont été obtenus. Il y a beaucoup de points un petit peu partout, mais quand on les analyse, on montre que en moyenne, la vitesse est comme ça. Et quand on les met, comme on dit, en phase, quand on les regroupe, on obtient ce joli résultat-là, qui est donc qui est une prouesse technique, il faut bien le dire. Ceci a été mesuré avec le télescope ARPS. L'instrument ARPS qui est sur un télescope de 3,60 m au Chili. Alors, quand cette planète autour de Proxima du Centaure a été annoncée, dans le grand public, c'est pas ça qu'on a vu, c'est ça. On a vu beaucoup d'images de cette planète. Je vous montre simplement ça, vous voyez, avec plus ou moins d'imagination. Les gens ont dit, on a détecté des planètes qui ressemblent à ça, le lever de jour, le lever du soleil sur cette étoile, c'est ça. Il faut faire attention parce que la réalité, donc ça c'est ce qu'on dit dans la presse, mais la réalité c'est qu'on connaît ça et rien d'autre. Donc attention quand même quand vous lisez les articles de presse générale sur les annonces qui sont faites sur les exoplanètes. Ne croyez pas qu'on puisse voir des planètes comme ça aujourd'hui. Une autre planète a été intéressante, cette fois-ci, on n'est pas sûr qu'elle existe parce que vous voyez le signal est extrêmement bruité autour de l'étoile de Barnard. Alors cette étoile est intéressante parce que c'est historique, parce que en fait un astronome hollandais Van der Kamp en 63 avait annoncé qu'il avait trouvé 2 planètes en fait autour de cette étoile. Il a d'autres astronomes ont observé la même étoile et n'ont pas confirmé l'existence de ces planètes. Van der Kamp, lui, je crois, a insisté dessus, n'a pas voulu reconnaître que c'était faux pendant toute sa carrière. Ce qui est amusant, c'est que maintenant, on en est peut-être trouvé une. Les gens sont assez prudents là-dessus. Mais en tout cas, elle n'a pas du tout les propriétés que Van der Kamp avait pour ces planètes à lui. Alors, ça, c'était pour la méthode des vitesses radiales. Une autre méthode qui est très simple et très intuitive consiste à se dire, je suis une étoile, il y a une planète qui passe devant, entre l'étoile et un observateur. Si elle passe devant, pile poil, on va voir ce que ça donne. Ah non.
Ça démarre ou pas? Ouais, voilà. Quand la planète passe devant l'étoile, si on est bien orienté, et si on suit la lumière qu'on voit d'étoile ici, tant que la planète n'est pas devant, il ne va rien se passer. Et quand elle passe devant, elle va créer une très légère éclipse. Elle va cacher un petit bout de la surface de l'étoile. Et donc, on recevra moins de lumière. Donc, la méthode, dans le principe, est simple. C'est ce qu'on appelle la photométrie. Il s'agit de suivre la lumière des étoiles et de voir quand on a des baisses périodiques, à chaque fois que la planète va passer, quand on aura des baisses périodiques de la lumière de l'étoile, on se dira qu'il y a une planète et la quantité de lumière qui a disparu va nous donner une information sur le rayon de la planète par rapport au rayon de l'étoile. La difficulté, bien sûr, il y en a une, c'est que, par exemple, on reprend l'exemple de Jupiter autour du Soleil, une telle éclipse va se produire, on appelle ça un transit en fait, un tel transit va se produire tous les 12 ans et la variation de flux va être très petite, c'est de l'ordre du %. Et en plus, ça va durer très peu de temps, ça va durer quelques heures. En revanche, pour une Terre, la variation de flux va être encore plus faible, 100 fois plus faible que par rapport à Jupiter. Elle va se produire tous les ans, mais elle va durer quelques minutes. Donc tout ceci nous montre que si on veut détecter des planètes par la méthode des transits, il faut vraiment regarder beaucoup d'étoiles, parce qu'il faut que la planète soit orientée, le plan de rotation de la planète soit orienté favorablement par rapport à l'observateur, et il faut les observer sans s'arrêter. Donc ça, évidemment, c'est très difficile. Mais quand même, alors, là, il y a eu une détection de planète, mais c'était une planète qui était déjà connue par les vitesses radiales, mais on a détecté son transit en 1999. C'est un Américain qui a fait ça. Et vous voyez le le transit qui est très clair sur cette étoile HD 209 458. Et là, on a encore une planète qui tourne en 3 jours et demi. Donc ça, c'est encore assez facile, quoi. On peut observer pendant 3 jours et demi. On imagine bien que quand il s'agit de chercher un Jupiter qui tourne tous les 12 ans, il faut observer pendant très longtemps. Il faut observer au moins 2 fois 12 ans, en gros, pour qu'on se dise qu'on y croit un petit peu. Donc c'est une méthode qui va être bien adaptée pour les planètes qui tournent, qui sont près de leur étoile. Cette planète donc est proche de son étoile, à peu près comme 51 Pégase B, et elle fait 1,3 fois le rayon de Jupiter. C'était les débuts de l'histoire des transits. Maintenant, il y a eu 2 générations. On sait, bien sûr, en allant dans l'espace, on est moins gêné par les perturbations de l'atmosphère, l'absorption de l'atmosphère, c'est facile, de l'eau en particulier, etc. Là, c'est beaucoup plus stable. Et on peut pointer des objets tant qu'on veut pendant très longtemps. Et l'Europe, et en particulier la France, en fait, le CNES a lancé très tôt, en 2006, un premier satellite qui est allé regarder aller chercher des planètes par cette méthode. Il étudiait aussi en même temps les propriétés stellaires, les pulsations des étoiles, les variations des étoiles, que Sylvie ici connaît très bien, et j'ai pas. Donc Corot était un tout petit satellite qui a tourné, qui a permis de détecter une trentaine de planètes extrasolaires. Il a été suivi par Kepler, un satellite de la NASA plus gros, qui a été envoyé 3 ans après, et qui a pu détecter beaucoup de planètes. Je reviendrai dessus. Et ce qui fait qu'on a gagné encore entre 2000 et 2012 maintenant, on a gagné un facteur 100 de nouveau en précision, un peu comme pour les vitesses radiales. Et on est capable, là, alors qu'on détectait des objets qui faisaient 1,3 fois le rayon de Jupiter, maintenant, on détecte des objets qui font 1,3 fois le rayon de la Terre. Donc ça vous montre les progrès qui ont été faits en l'espace d'une dizaine, d'une quinzaine d'années. Alors, un des systèmes les plus amusants dont vous avez peut-être entendu parler, qui ont été aussi très relayés par la presse, c'est le système de TRAPPIST. Alors lui, TRAPPIST, ils ont eu beaucoup de chance parce que, c'est un instrument qui travaille au sol.
Donc, je vous disais qu'il valait mieux aller dans l'espace. C'est vrai de manière générale, mais il y a quand même pas mal d'instruments maintenant qui ont été installés au sol pour chercher des planètes, pas vraiment autour des étoiles de type solaire, mais plutôt autour des étoiles de beaucoup plus faible masse. TRAPPIST fait 80 fois la masse de Jupiter, donc c'est à peine une étoile. Et autour de cet objet-là, le collègue Michel Guyon a trouvé 7 planètes qui sont ramassées, qui font toutes une fraction de masse terrestre jusqu'à un peu plus d'une masse terrestre, et qui sont toutes très très près de leur étoile. 0,01 à 0,06 unités astronomiques. Une unité astronomique, c'est une fois la distance entre la Terre et le Soleil. Ça veut dire qu'elles sont 100 fois plus près de leur étoile que la Terre autour du Soleil. Donc, ces planètes ont suscité beaucoup d'intérêt de la presse, et voilà ce que la presse comment la presse les a montrés. C'est une image d'artiste du GPL, mais encore une fois, la réalité, c'est pas ça qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, c'est pas ces magnifiques images d'artistes qu'on connaît aujourd'hui. Le satellite Kepler a détecté énormément de planètes au cours de sa durée de vie, et il en a détecté plusieurs milliers, on pense. Certaines ont été confirmées, à peu près 2000 ont été confirmées, un peu plus. Certaines ne le sont pas encore, parce que c'est assez compliqué en fait quand on détecte un transit, même s'il est périodique, il faut s'assurer que ce ne sont pas ce qu'on appelle des faux positifs. C'est-à-dire, par exemple, une petite binaire qui serait dans le champ de l'étoile qu'on est en train d'observer. Alors, bon, c'est compliqué. Pour les confirmer, l'idéal, c'est de pouvoir faire de la spectroscopie et de mesurer la masse des planètes. On ne peut pas toujours le faire, donc c'est pour ça qu'il y a encore ce qu'on appelle des candidates non confirmées de Kepler. Dans ce schéma-là, vous avez une espèce de synthèse de tous les systèmes qui avaient été détectés il y a quelques années par Kepler. Et vous voyez la taille, les étoiles sont toujours au centre, vous voyez les planètes tournent autour des étoiles, bien sûr, et ce que vous voyez, c'est l'extraordinaire diversité des architectures de ces systèmes. On n'est pas du tout dans le cas du système solaire, on a des grosses étoiles qui sont près de des grosses planètes près de leurs étoiles, parfois elles sont loin, des systèmes à 1 corps, à 5 corps, etc. Et tout ceci, aucun de ces systèmes ne ressemble au système solaire, en fait, au système solaire. Donc ça nous montre une chose, c'est que les systèmes planétaires extrasolaires peuvent être extrêmement divers. Alors, on pose la question souvent de savoir si le système solaire est unique ou pas. On n'en sait rien encore dans son architecture, hein. On n'en sait rien encore, parce qu'on n'est pas capable de détecter des analogues au système solaire pour des raisons techniques. Je pourrais revenir dessus tout à l'heure. Mais en revanche, ce qu'on sait dire aujourd'hui, c'est que les systèmes planétaires extrasolaires sont extrêmement divers dans leur architecture. Alors maintenant, en combinant la méthode des vitesses radiales et la méthode des transits, on peut aller plus loin. La méthode des vitesses radiales toute seule nous donne une masse inférieure de la planète. La méthode des transits nous donne un rayon de la planète. Si on voit un objet à la fois en vitesse radiale et en transit, on est capable de déterminer sa vraie masse. Et comme on connaît son rayon, on est capable de déterminer sa densité. Et à partir de la densité, on peut essayer de remonter aux propriétés physiques de l'intérieur de la planète, au moins savoir si elle est solide ou si elle est gazeuse. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais dans le principe, c'est ça. Et donc, ça veut dire que rien qu'avec ces deux types d'observations, on est capable d'aller sonder un peu le cœur des exoplanètes, savoir s'il y a des matériaux très lourds dedans, ou au contraire, si c'est plus léger, ou si c'est gazeux, etc. Donc, ça veut dire que c'est une méthode assez puissante. Bien sûr, on n'ira jamais voir l'intérieur de ces planètes, mais en couplant les modèles et ces observations, on peut déjà avancer pas mal. Alors, j'en viens maintenant à l'imagerie des exoplanètes. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose de très difficile, parce qu'on est gêné par la lumière
la lumière de l'étoile, en fait, à proximité. Néanmoins, il y a une dizaine d'années, on a été capable, dans notre équipe à Grenoble, de faire l'image des premières exoplanètes. Enfin, les premières images d'exoplanètes. Alors, celle que vous voyez ici, c'est le petit point rouge qui est en bas. L'étoile ici est cachée par un masque. On fait une espèce d'occultation, d'éclipse artificielle pour cacher l'image, pour cacher la lumière de l'étoile et voir un peu mieux ce qu'il y a autour. Et là, dans ce cas-là, on a trouvé un objet qui fait à peu près 13 masses de Jupiter, donc qui est à la limite entre la masse des planètes ou la masse des naines brunes et la masse des naines brunes, et qui tourne autour de son étoile en 260, à 260 années, unités astronomiques, c'est-à-dire 260 fois la distance de la Terre au Soleil. Donc, par rapport à Jupiter, Jupiter est à 5, Pluton, qui n'est plus une planète, était à une cinquantaine d'unités astronomiques. Donc là, on est 5 fois plus loin. Et ça aussi, ça pose des questions. Ce qui était intéressant, c'est que ces planètes, ces objets-là, on sait qu'ils sont jeunes. Celui-ci fait à peu près une trentaine de millions d'années. Donc ça nous montre que les planètes géantes doivent être formées en moins de 30 millions d'années. Dans ce cas-là, le petit point rouge ici, qu'on avait détecté avec un instrument qu'on avait construit au sein d'un consortium français avec l'ONERA, l'Observatoire de Paris et Grenoble. Donc c'était un instrument, je vais revenir dessus, qui permettait de corriger les perturbations atmosphériques. Le petit point rouge qu'on voit là fait à peu près entre 5 et 8 fois la masse de Jupiter, et il tourne autour de l'objet central brillant que l'on voit ici. Cet objet central n'est pas une étoile, mais c'est une naine brune qui fait une trentaine de fois la masse de Jupiter. Et il fait 5 millions d'années. Donc de nouveau, ça nous montre que ça doit se former très très vite. Alors, le secret donc, pour pouvoir faire une image de planète, c'est de pouvoir regarder très près des étoiles et d'éteindre la lumière des étoiles. Alors pour cela, on a construit des systèmes d'optique adaptative qui vont déjà corriger en temps réel des perturbations induites par l'atmosphère. Donc, on va corriger ça. Donc, voilà un exemple. Là, vous avez une image, je ne sais pas si vous voyez une espèce de halo rouge. C'est une image qu'on a observée sur le Very Large Telescope au Chili, donc avec un gros télescope à 1,20 m de diamètre. Sans correction d'optique adaptative. Maintenant, si on corrige des perturbations de l'atmosphère par c'est une correction en temps réel, donc il doit corriger aussi vite que l'atmosphère varie, donc en quelques millisecondes typiquement, on arrive à cette image. Donc là, c'est vraiment l'image de tout à l'heure. Quand on corrige des perturbations atmosphériques, on obtient ça. C'est la même étoile. On voit ce qu'on appelle la figure de diffraction du télescope avec presque toute la lumière de l'étoile concentrée en un tout petit point. Donc ça, c'est très bien parce que s'il y a quelque chose à côté, on va avoir plus de chances de le détecter que tout à l'heure. Alors, malheureusement, ça suffit pas parce que l'étoile est encore trop brillante. Donc, on a quand même réussi à augmenter ce qu'on appelle le contraste d'un facteur 1000. C'est-à-dire qu'on peut voir des objets qui sont 1000 fois plus faibles par rapport à une demi-seconde d'angle. On peut voir des objets 1000 fois plus faibles que sans correction d'optique adaptative. Maintenant, on va mettre un coronographe, donc on va cacher la lumière de l'étoile au foyer du télescope pour pouvoir voir plus près, et on va gagner de nouveau un facteur 10. Donc là, on pourra avoir des objets qui sont 10 000 fois plus petits, plus faibles en lumière que l'étoile. Et après, on va faire tourner les ordinateurs, être un peu astucieux sur les méthodes de réduction, et on va gagner encore un facteur 10, et on va atteindre ce fameux ratio du million, c'est-à-dire qu'on est capable de voir un objet qui est 1 million de fois plus faible que l'étoile autour de laquelle elle tourne. Et ça, cette valeur nous permet aujourd'hui de détecter des planètes géantes extrasolaires jeunes. C'est-à-dire, pourquoi jeunes? Parce que au moment où les planètes se forment, elles sont encore chaudes. Mais très vite, en quelques dizaines de millions d'années,
leur température va tomber, en fait. Et si on regarde Jupiter, elle fait 400 ou 500 degrés, alors que les planètes que je vais vous montrer, elles font plutôt 1500 degrés. Et donc, on les observe jeunes, et avec les instruments que l'on a aujourd'hui, qui sont les meilleurs instruments au monde, hein, on est capable de détecter les planètes extrasolaires. Les premières planètes que je vous ai montrées, on les avait détectées avec le premier système d'optique adaptative, donc de correction des turbulences atmosphériques, qu'on avait construit pour... c'était le premier système de ce type, enfin le premier système qui avait été installé sur le Very Large Telescope au Chili. Et en voyant les performances, on a eu très envie d'en fabriquer un autre qui serait beaucoup plus sensible et qui serait entièrement dédié à la recherche des systèmes planétaires extrasolaires et des planètes. Donc, je vais vous montrer quelques résultats. Donc, ça, c'était le premier objet dont je vous avais parlé. Donc, une planète d'à peu près 13 masses de Jupiter à 260 unités astronomiques de son étoile. Ça, c'est un système très joli qu'un collègue canadien, Christian Marois, a détecté. Tout ça est à la même échelle. Hein. Un système de 4 planètes autour d'une étoile qui s'appelle HR 8799. Vous avez 4 planètes là. La plus proche est à 14 unités astronomiques de son étoile, après 24, 40 et 60 unités astronomiques. C'est le seul système planétaire extrasolaire imagé autour d'une étoile. Et nous, on a mesuré, toujours à la même échelle, on a trouvé cette petite, dans le petit cartouche noir, on a trouvé une planète à 9 unités astronomiques de son étoile, donc à la même distance que Saturne autour du Soleil. Et cette étoile s'appelle Beta Pictoris. C'est une étoile sur laquelle j'ai travaillé depuis très longtemps. Et la première, on a détecté la planète en 2008, mais sur des données de 2003. Quand on a vu ces résultats, alors on a mis 5 ans pour la trouver. C'est pas qu'on n'a rien fait, c'est que quand on a regardé les données, quand on les a obtenues en 2003, on n'a rien vu. Et on n'a rien vu parce qu'on n'avait pas encore, c'était le tout début de notre instrument, on n'avait pas encore les connaissances pour bien interpréter les données et bien enlever le halo de l'étoile. Et donc, on l'a pas vu à ce moment-là. Et en reprenant les données 5 ans plus tard, avec beaucoup plus de connaissances, on a pu détecter l'objet. Et en fait, du coup, dès qu'on a vu ça, on a essayé de la réobserver et on l'a pas trouvé en 2008. Et en fait, on l'a retrouvé seulement en 2009, de l'autre côté de l'étoile. Donc, c'est la partie droite du cartouche là-bas. Et en fait, c'est que la planète était passée derrière l'étoile. Il y a eu un moment où elle était tellement près qu'on ne pouvait pas la voir. Et à partir de là, bien sûr, on l'a observé beaucoup, en particulier avec notre nouvel instrument. Et je vais vous montrer tout ce qu'on sait de cette planète aujourd'hui. Alors, voilà, vous avez... Je vais un peu vite. Voilà. Là, cette étoile, en fait, on s'est intéressé beaucoup à elle depuis une trentaine d'années parce qu'elle a un disque de poussière autour et ça avait été interprété comme un endroit où les planètes se formaient. Donc, un disque planétaire ou protoplanétaire. Mais il y a 30 ans, on ne savait pas bien son âge, donc on ne savait pas si des planètes étaient en train de se former ou bien allaient se former. Donc maintenant, on sait qu'il y a des planètes. On va zoomer à l'intérieur de l'étoile, on va voir la détection, la découverte au nord-est, là, et après toutes les observations qu'on a faites de la planète jusqu'à maintenant. Et vous voyez qu'en fait, on l'a vu quasiment faire 3/4 d'orbite. Là, c'est la dernière position où on l'avait vue en 2016. Après, elle était trop près, on l'a pas vue. Et on l'a redécouverte, entre guillemets, en haut à gauche, en 2018, il y a quelques mois seulement. Excusez-moi. Mais cette planète est très intéressante parce que c'est la plus proche autour de son étoile jamais observée. Donc vous voyez, on va être bientôt capable de suivre toute son orbite et donc de la déterminer de manière très très précise. Et de faire aussi beaucoup d'autres études dessus. Ce système a une vingtaine de millions d'années.
Donc de nouveau, ça nous montre bien que les planètes géantes doivent être formées très très vite autour de leurs étoiles. Donc les dernières images que je vous ai montrées là de Beta Pictoris B étaient faites par notre nouvel instrument sphère qu'on a installé au Chili en 2014. On a commencé à observer avec lui en 2015. Il y a un autre instrument concurrent au Chili aussi, fait par des Américains. Et c'était un petit peu la course entre les deux instruments pour détecter les planètes en imagerie. Et en fait, on en a détecté très peu. On en a détecté, avec SPER, on en a détecté 2. Et les concurrents en ont détecté 1. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a peu de planètes géantes massives autour des étoiles. Alors, une que j'aime bien montrer, qui est toute récente, qu'on a détectée l'an dernier avec notre instrument sphère. Vous voyez le point lumineux, l'étoile cachée derrière le coronographe, le point lumineux, et un disque qui apparaît ici comme une ellipse par projection. Et cette étoile, elle est très jeune. C'est très intéressant parce qu'elle fait entre 2 et 14 millions d'années. Elle est à peu près à 25 unités astronomiques de son étoile et elle est probablement tout juste formée. On ne sait même pas s'il n'y a pas de la poussière. Il y a probablement de la poussière autour. Et le disque qu'on a là s'appelle un disque protoplanétaire, c'est-à-dire les planètes sont en train de se former dedans, alors que le disque de Beta Pictoris que je vous avais montré, les planètes étaient probablement bien formées déjà. Alors, ces disques protoplanètes, donc ça, c'est une planète qu'on a trouvée avec notre instrument sphère. Et avec cet instrument, on a été capable de détecter plein de disques protoplanétaires comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce qui est très, très remarquable par rapport à ces observations, c'est que tous ces disques ont des structures avec des trous à l'intérieur. Ils ont plutôt des formes d'anneaux ou parfois des formes de spirales. Alors, si on les regarde comme ça, on voit les spirales, comme celle en haut à droite. Si on les regarde comme ça, par la tranche, on voit des structures un peu moins évidentes, comme celle à côté. Mais tout ça, ça nous montre que la matière sur ces disques qui font quelques millions d'années est déjà extrêmement structurée, sous forme de spirale, sous forme de sillon. Et on a très envie, c'est pas la seule interprétation, mais toutes ces structures pourraient être dues à des planètes autour de ces étoiles. Donc de nouveau, qui feraient quelques millions d'années au plus. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui des exoplanètes, il y en a à peu près 4000 qui ont été détectées, la plupart par technique indirecte, vitesse radiale et surtout les transits. C'est vraiment la méthode des transits aujourd'hui qui donne le plus de résultats. Les vitesses radiales sont extrêmement précieuses parce qu'elles permettent de déterminer les masses. On a détecté en imagerie, c'est ce qu'on voit en haut, dans ce schéma, j'aurais dû vous le dire, on a l'habitude de tracer la distance de la planète à l'étoile en abscisse et en verticale la masse de la planète. Et ceci nous permet de voir un petit peu les familles de planètes qu'on trouve. Et ce qui est très intéressant, c'est que on retrouve en haut la famille des Jupiter chauds, donc des planètes massives, Jupiter, quelquefois la masse de Jupiter, très très proche de leur étoile. On trouve aussi une catégorie de planètes qui n'existent pas dans le système solaire. Les planètes du système solaire sont données ici par les points rouges, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Vous voyez que déjà ce que je vous disais tout à l'heure, avec les techniques qu'on a aujourd'hui, on n'est pas capable de détecter des planètes qui ressemblent aux planètes du système solaire, à l'exception peut-être tout juste de Jupiter. Et on voit une famille de planètes qui n'existent pas dans le système solaire, qui sont ce qu'on appelle les super-terres. Dans le système solaire, les planètes telluriques la planète tellurique la plus massive, c'est la Terre, et on n'a pas de planètes qui font 2 fois, 3 fois la masse de la Terre. Et alors que dans les planètes extrasolaires, on en trouve plein. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On a trouvé aussi, il y a aussi des planètes qu'on appelle des planètes océans, parce que les études, comme je vous ai montré tout à l'heure, de combiner de la masse et des rayons, montrent qu'il y a des planètes dans lesquelles il y a des océans, ou au moins il y a beaucoup d'eau en subsurface, des géantes glacées, il y en a beaucoup.
Et on trouve aussi des géantes très massives, de plusieurs fois la masse de Jupiter, jusqu'à 10, 13 fois la masse de Jupiter, très très éloignées de leur étoile. Ça, c'est ce qu'on voit en imagerie directe. Et du coup, ces orbites, ces planètes-là, on les attendait pas. À la fois celles qui sont très près de leur étoile, comme 51 Pégase B, 100 fois plus près que Jupiter de son étoile, ou celles qui sont au contraire 100 fois plus loin. Et du coup, c'est un résultat, je pense, assez fondamental, en tout cas très important, des recherches d'exoplanètes. C'est cette variété d'orbites, donc des planètes très très près de leur étoile, des planètes très très loin, mais aussi des planètes sur des orbites très excentriques, donc qui tournent pas rond, quoi, qui tournent sur des orbites très elliptiques, et aussi des planètes sur des orbites très inclinées. Dans le système solaire, les planètes tournent à peu près toutes dans le plan de l'écliptique. Elles sont toutes dans le plan de rotation du Soleil, alors que dans le cas des exoplanètes, on a trouvé des exoplanètes qui sont très très inclinées. Donc ça pose des questions. Toutes ces études, ces découvertes-là posent des questions sur la formation, les processus de formation des planètes géantes, parce que là, en l'occurrence, on parle de planètes géantes. Et en fait, ça déjà, le fait que, par exemple, on trouve des planètes très très loin de leur étoile, on sait qu'elles n'ont pas pu se former, comme j'ai raconté tout à l'heure, comme a pu se former Jupiter, ou ont pu se former les planètes géantes du système solaire. Donc on pense qu'elles se sont formées d'une autre manière, qui serait par exemple une instabilité gravitationnelle dans le disque au moment de la formation. Et cette instabilité gravitationnelle ferait que l'étoile, en gros, la planète se formerait dans le bloc sans passer par toutes ces étapes, et elle n'aurait pas nécessairement d'ailleurs un cœur rocheux au centre. Donc ça, c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Après, le fait qu'il y ait des planètes sur des orbites inclinées ou qu'il y ait des planètes très très proches de leur étoile, ça nous montre que il s'est passé quelque chose. Les planètes géantes que l'on trouve très très près de leur étoile n'ont pas pu se former à l'endroit où on les observe. Donc on pense qu'elles se sont formées plus loin, par exemple comme Jupiter, au-delà de ce qu'on appelle la zone des glaces, c'est-à-dire au-delà de dans une région où l'eau est sous forme de glace, et donc ça donne beaucoup de matériaux solides pour former le cœur des planètes. Et on pense que ces planètes donc se sont formées comme les planètes comme Jupiter ou Saturne, mais ont ensuite interagi avec le disque et ont migré vers l'étoile pour s'approcher très très près de l'étoile. Donc ça, c'est une des hypothèses. Une autre hypothèse pour expliquer peut-être ces Jupiters chauds très près de leur étoile, mais aussi et surtout les Jupiters, les planètes géantes que l'on trouve sur des orbites inclinées par rapport au plan de leur étoile. Là, on pense qu'il s'agit surtout, et probablement, que c'est le résultat d'interactions de systèmes à trois corps, où on a une étoile et plusieurs planètes, et la planète la plus massive, en gros, va éjecter les autres, et certaines vont se retrouver tomber sur l'étoile, ou d'autres vont être éjectées, mais il y en a qui vont se retrouver sur des orbites inclinées. Alors, tout ça, ça montre que la jeunesse des planètes, les premiers dizaines, peut-être les premières centaines de millions d'années des planètes, de la vie des planètes est quelque chose de très agité, et que les planètes ne restent pas forcément à l'endroit où elles se forment. Alors, dans le cas du système solaire, on sait maintenant que les planètes les géants du système solaire ont légèrement bougé, ce qui a provoqué, dans le cas du système solaire, ce qu'on appelle le grand bombardement tardif, autour de 700 millions d'années. C'est à ce moment-là, comment dire, c'est la migration de Jupiter et de Saturne qui a provoqué une espèce de chamboulement dans les résidus de formation des planètes. Il y avait encore plein de cailloux dans le système solaire, et ces cailloux, ces planétésimaux, ces astéroïdes, etc., sont allés heurter les autres planètes. Et une des preuves qu'on a de l'existence de ce grand bombardement tardif qui a été proposé par notre collègue
l'Orbidelli à l'Observatoire de la Côte d'Azur, c'est tous les cratères qui sont sur la Lune. Donc, et ça s'est produit probablement vers quelques 6, 7, 800 millions d'années, je ne sais plus très bien. Alors, un autre des intérêts qu'on a à l'exploration, à l'étude des exoplanètes, c'est de trouver leur atmosphère. De quoi leur atmosphère est-elle constituée? Il y a énormément de travaux qui ont été faits pour chercher la composition chimique des atmosphères des planètes, et à la fois pour les planètes qui sont très près de leur étoile. Alors c'est extrêmement compliqué, donc il y a eu des résultats qui ont été infirmés, et c'est très très compliqué. On voudrait détecter des raies, des atomes ou des molécules qui sont à la surface de ces étoiles, de ces planètes, mais dans beaucoup de cas, on est très gêné parce qu'on voit qu'il y a des nuages, des brumes, qui font que les signatures spectrales des molécules ou des atomes sont cachées finalement. Dans le cas des planètes très lointaines, c'est relativement plus facile en fait, parce qu'on on a moins ces phénomènes de grid, etc. Et en couplant la spectroscopie à l'imagerie en optique adaptative, on a pu commencer à mesurer, à détecter des molécules comme le monoxyde de carbone. Dans ce cas-là, un collègue américain a montré l'existence de méthane à la surface de cette planète qui a été détectée donc par l'instrument GPI. Donc on commence à arriver à avoir des informations sur la composition chimique des atmosphères, mais ces observations nous donnent aussi des informations sur la température précise de ces planètes, leur gravité, etc. Et tout ceci, on en est, je dirais, au tout début, et dans 10 ans, on aura beaucoup plus d'informations. Alors, il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens sur les exoplanètes. Hein. J'avais noté celles qui paraissent les principales. Le détail des processus de formation des planètes, le détail et la diversité. La diversité elle-même des systèmes planétaires. Pour l'instant, on a observé, vous avez bien vu, les techniques indirectes, les vitesses radiales et la méthode des transits permet d'observer des planètes qui sont relativement proches de leur étoile. En imagerie, on détecte des planètes qui sont relativement lointains. On a encore une espèce de trou à l'intérieur. On a encore une espèce de trou, et les carrés que j'ai fait là en jaune nous montrent toutes les zones qu'on n'a pas encore explorées et qu'on aimerait bien connaître. Donc on n'a pas encore une vision globale de la diversité des systèmes planétaires. On ne sait toujours pas dire si le système solaire est un cas typique ou pas. Il se pourrait qu'il soit un cas typique si jamais on en détecte plein après, quand on sera capable de le faire. Est-ce qu'on peut trouver des jumelles de la Terre? Ça, c'est quelque chose de compliqué. Je vais peut-être, je ne sais plus si j'ai le temps ou pas, dire 2-3 mots là-dessus. Et est-ce qu'on peut trouver des signes de vie sur des planètes extrasolaires? Je vais essayer de vous parler de ça très rapidement. Ce qu'on a montré, alors, on voudrait, comment dire, un des objectifs importants qu'on a aujourd'hui, c'est de chercher des analogues à la Terre, des jumelles de la Terre autour d'étoiles ressemblant au Soleil. Et ça, c'est très difficile. Parce que les étoiles elles-mêmes vont nous gêner, en fait. Les étoiles, elles sont recouvertes les étoiles elles-mêmes sont variables, et la variabilité des étoiles, bon, je ne vais pas y arriver. Non, ça ne va pas marcher. Voilà. On a des tas de surface, on a des tas d'inhomogénéité à la surface des étoiles, à beaucoup d'échelles. Ça va des granules à la supergranulation, aux taches solaires que l'on voit ici. On a de l'activité. Ça va pas. On a de l'activité des étoiles elles-mêmes, avec des éjectats glaciaires, ce qu'on appelle des flares, etc., ce qui rend les choses très compliquées liées au champ magnétique des étoiles. Et en fait, on a fait une étude avec une collègue, Nadège Meunier de Grenoble, pour voir si, en utilisant tout ce qu'on connaissait du Soleil, en reprenant toutes les taches solaires, toutes les structures qu'on avait pu observer pendant un cycle d'activité du Soleil,
Et on s'est dit, si on observait ça, si on observait le Soleil comme une étoile, est-ce qu'on pourrait détecter la Terre? Et la réponse a été non. Pour l'instant, on ne serait pas capable. Parce qu'on est trop gêné par l'activité du Soleil. Là, vous voyez, ce schéma-là, qui est un peu compliqué, nous montre que, à cause de l'activité du Soleil, on a l'étoile elle-même va varier de plusieurs mètres par seconde au cours de son cycle magnétique. Et alors que en vitesse radiale, les ordres de grandeur une Terre va donner des variations de vitesse de 10 cm/s. Donc, on a un problème fondamental qui va être assez difficile à résoudre pour détecter en vitesse radiale des sœurs jumelles de la Terre autour d'étoiles ultimes solaires. En revanche, on aura beaucoup moins ce problème si on va vers des étoiles moins massives que le Soleil. On aura moins de problèmes aussi pour détecter des terres autour des étoiles de type solaire en photométrie, des transits ou en astrométrie. Ça, c'est aussi des réponses. Je suis désolée, ça. Voilà. Donc là, je passe maintenant aux instruments du futur. Donc, on a toute une panoplie d'instruments dans les années et les décennies qui viennent. J'aimerais quand même citer les plus importants. Le Very Large Telescope au Chili, sur lequel on a notre instrument sphère, donc optique adaptative extrême, ce qu'on appelle l'optique adaptative extrême, interférométrie avec l'instrument Gravity qui vient d'être installé. Et avec ça, on peut détecter des planètes géantes jeunes et faire la spectroscopie, donc l'étude des atmosphères au moins des géantes. Peut-être un jour des super-terres. La NASA a lancé l'année dernière un satellite pour faire des transits, le satellite TESS, qui marche très très bien et qui va être capable de détecter des planètes telluriques, qui commencent à le faire. Je vous ai parlé du satellite Gaia, qui a été lancé par l'Agence spatiale européenne en 2013, qui va détecter des milliers de planètes géantes. Le télescope spatial, le frère du Hubble Space Telescope, on l'appelle le James Webb Space Telescope, qui sera lancé en 2021. Alors lui, il va pas faire des surveys, il va pas chercher les nouvelles planètes, mais il va surtout étudier très précisément, et en particulier en spectroscopie, ces planètes pour déterminer leur composition chimique. Et là, il y a de très beaux résultats à attendre. L'ESA va lancer le satellite Cheops en octobre-novembre de cette année, si tout va bien, qui va être un petit peu comme le satellite TESS, qui va faire qui va chercher les planètes en transit, des planètes telluriques. Donc ça, c'est pour l'avenir proche. L'avenir un petit peu plus lointain, on a au niveau européen un très grand projet, très beau projet, qui est l'Extremely Large Telescope, donc un télescope de 39 mètres de diamètre, qui est en cours de construction dans le désert d'Atacama. Là, vous voyez les fondations telles qu'elles étaient en octobre-novembre. Donc, télescope de 39 mètres, ce sera le plus grand télescope au monde, qui pourra faire de l'imagerie, de la spectroscopie, des planètes géantes jeunes d'abord, et des super-terres, mais à mon avis pas avant 2030, en tout cas pas avec la première génération d'instruments qui va être installée dans les années 2026-2027. Donc ça c'est pour l'Europe. On reste en Europe. Un satellite plateau qui va détecter des milliers de transits de planètes géantes, de super-terres et de terres. Plateau va être lancé en 2025. Et le satellite Ariel qui va être lancé en 2028, qui lui va étudier très très précisément la composition chimique des atmosphères des planètes géantes et des super-terres. C'est un satellite de l'ESA encore, qui sera lancé donc en 2028. Après, si on va plus loin, il y a des projets d'imagerie et qui sont à l'étude à la NASA en ce moment. Dont l'objectif final est de faire l'imagerie des jumelles de la Terre. Donc là, on est sur des échelles de temps de plutôt 2030. C'est extrêmement
compliqué technologiquement, mais c'est aussi très très joli. Il y a par exemple à l'étude, nous pour l'instant, quand on fait de l'imagerie, de la coronographie, on met un petit instrument au foyer du télescope pour cacher la lumière. Là, il y a des études où on mettrait ce qu'on appelle un star shade, c'est comment dire, un rideau pour cacher les étoiles, qui serait, donc tout ça c'est dans l'espace. On aurait le télescope à un endroit et puis une espèce d'occulteur qui se baladerait des centaines de kilomètres plus loin pour cacher la lumière des étoiles. Donc tout ça, c'est à l'étude et ça sera pour l'objet de travail de la future génération d'étudiants, puisqu'on sera plutôt en 2025-2030. Et du coup, je pense que c'est assez, je peux m'arrêter là. Je vous remercie. Ici, il existe des planètes ou des corps célestes de la taille d'une planète errant, c'est-à-dire qui n'orbitent pas autour d'une étoile. Alors, oui, la réponse est oui. Il y a ce qu'on appelle les planètes isolées. Alors, c'est pas vraiment des planètes parce que dans la définition consacrée par l'Union astronomique internationale d'une planète, c'est qu'elle doit tourner autour d'une étoile. Donc, formellement, ce ne sont pas des planètes, mais ce sont des objets qui font quelques masses de Jupiter, pour ceux qu'on connaît, et qui se baladent. Alors, il y a plusieurs hypothèses pour les expliquer. C'est que soit elles auraient été expulsées, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on est dans des systèmes avec plusieurs planètes, ça fait un peu partie du billard, quoi. Il y en a qui vont être éjectées. Soit il y a d'autres hypothèses, c'est que il y en a qui étaient formées assez loin. Et au cours du déplacement dans la galaxie, quand il y a deux systèmes qui passent, deux systèmes stellaires qui passent, il y en a qui peut perturber les objets qui sont très loin et très faiblement liés gravitationnellement à leur étoile parente. Voilà. Mais pour aucun de ces objets, on est capable de dire d'où ils viennent. S'il vous plaît, bonjour. Je voudrais que vous rappeliez ou expliquiez si, dans le cas où on trouve plusieurs planètes autour d'une étoile, elles sont un peu comme ce qui se passe dans le système solaire, plus ou moins coplanaires. C'est-à-dire en fait si elles ont tendance à tourner toutes au même plan, quoi, les unes des autres. Oui. Alors, devant l'étoile. Alors on ne sait pas toujours. Pour certaines, on sait que c'est vrai. Par exemple, les planètes de TRAPPIST, elles sont relativement, que je vous ai montré tout à l'heure, elles sont relativement dans le même plan. Toutes les planètes qu'on voit, des systèmes multiples qu'on voit détecter en transit, comme on les voit transiter, ça veut dire qu'ils sont dans le même plan, à quelques degrés près, une fraction de degré près. Donc ça, comme il y en a beaucoup qui ont été détectés en transit, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette configuration-là. Mais les autres sont peut-être plus difficiles à détecter aussi. En vitesse radiale, on en détecte quelques-unes. Simplement, on a moins d'objets. Elles ont tendance à se rapprocher du plan galactique, ou bien dans n'importe quel sens? C'est le plan de rotation de l'étoile, hein, c'est l'écliptique. En fait, la théorie de formation des planètes nous fait toujours intervenir un disque, et le disque, il est dans le plan de rotation de l'étoile. Donc, ce qu'on pense, c'est que globalement, elles se forment dans le disque, et après, elles peuvent être éventuellement expulsées ou légèrement déviées de leur trajectoire initiale. Mais globalement, elles vont se former là, parce que c'est là qu'il y a la matière. Sauf qu'il y a quand même une troisième théorie de formation dans lesquelles on pourrait imaginer qu'il y a des planètes qui se forment comme dans les systèmes d'étoiles, donc sans passer par un disque ou quoi. Les systèmes stellaires se naissent souvent multiples, hein, et quand il y en a trois, ils ne sont pas nécessairement dans le même plan, et ils se forment par agression tout seuls. Il se pourrait qu'il y ait des planètes ou des naines brunes, en tout cas, qui soient formées comme ça. Mais c'est marginal. Par rapport à la composition chimique de ce qu'on peut observer sur différentes planètes, vous avez cité notamment le méthane, et il se trouve qu'il y a des discussions, je crois, à propos de la présence de méthane sur la planète Mars, avec des moments où on en mesure, des moments où on ne le retrouve plus, et l'hypothèse que peut-être ça serait lié
à la manifestation variable de phénomènes reliés à des organismes vivants. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, je ne sais pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'atmosphère de Mars est complètement différente de l'atmosphère des planètes qu'on regarde de là. Ce sont pratiquement toutes des géantes. Donc, les atmosphères des planètes telluriques, on sait qu'elles sont très particulières. Elles sont très différentes, celles qu'on observe aujourd'hui, de ce qu'elles étaient au moment de leur formation. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a du volcanisme, il peut y avoir du volcanisme, du dégazage, etc. Donc, on ne peut vraiment pas faire la comparaison. Et sur Mars, l'origine des variations de méthane, je sais pas. Oui, bonsoir. En ce qui concerne la recherche, parce que maintenant on a des milliers de planètes qui sont découvertes, si on passe à aborder le sujet de la vie extraterrestre, est-ce qu'on n'a pas les moyens, par exemple, enfin, on se réfère toujours à la Terre. Si la Terre, il y a de la vie sur Terre, c'est parce que j'ai appris. Moi, je suis un astrophysicien d'occasion. Il y a une stabilité de l'axe de la Terre due à la présence de la Lune. Une fois, j'en ai discuté avec un astrophysicien à Florence, qui m'a démontré, qui m'a dit le contraire, mais la plupart du temps, j'ai entendu ça. Cela étant, mis à part les cycles de Milankovitch, etc., l'axe de la Terre est relativement fixe. S'il n'était pas fixe, il ne pourrait pas y avoir de vie sur Terre. Parce que l'axe se baladant, je dirais, sur les périodes de quelques centaines de millions d'années, la vie n'aurait pas la possibilité d'apparaître ou elle serait détruite dans un cycle suivant. Alors, question, est-ce qu'en dehors de l'étude des atmosphères des planètes telluriques, évidemment, on aurait la possibilité de détecter des lunes extraterrestres? C'est une très bonne question. On en cherche par diverses méthodes. Par des méthodes de transit, on peut détecter éventuellement des lunes qui généreraient des éclipses secondaires par rapport au transit de la planète elle-même. S'il y a une lune autour, on peut imaginer qu'il y ait un tout petit transit. Il faut une très bonne précision. Mais oui, c'est envisagé. Il y a même eu, je crois, des tentatives de détection, mais on ne sait pas sûr. Ok, merci. Bonsoir. Ça me pose des questions pour de l'âge et dont vous parlez, qui sont relativement jeunes en fait par rapport à l'âge des étoiles. Et je me demande, est-ce qu'on a estimé un peu la part de ce qu'on regarde par rapport à l'ensemble de planètes qui pourraient exister, qui ne sont plus visibles parce qu'on froid maintenant. En gros, est-ce qu'on regarde 1% de planètes qu'on pourrait y voir, ou est-ce que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins? En fait, ça dépend des techniques qu'on utilise. Quand, dans ce schéma, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, donc c'est toujours le schéma distance à l'étoile et en verticale la basse. Les méthodes indirectes, elles explorent les planètes, en gros, plus massives que quelques terres, ou jusqu'à la masse de la Terre. Mais jusqu'à des distances, en gros, de 5 unités astronomiques. Et ça, elles le font pour des étoiles d'âge solaire, c'est-à-dire des vieilles étoiles, enfin, ce que j'appelle des vieilles étoiles, des étoiles qui font quelques milliards d'années. En revanche, l'imagerie, là, dont j'ai parlé, on est capable de détecter des planètes, pour l'instant, que sur des étoiles jeunes. Donc, qui font quelques dizaines de millions d'années. Peut-être une centaine, mais pas plus. Donc ça veut dire qu'on n'est pas exhaustif là-dessus. Ce schéma, ça veut pas dire qu'on connaît tout, qu'on est capable d'explorer toutes ces régions pour tous les types d'étoiles. On a des grands trous.
Les étoiles de type solaire, on est capable d'explorer que, ben, en gros, la partie où vous voyez des détections. On n'est pas capable d'explorer plus loin, celle qui ont l'âge du Soleil. Donc, en gros, on ne sait pas ce qu'il y a à la distance des planètes géantes du système solaire. En gros, sur Saturne, Uranus, Neptune, on n'en sait rien. Et ben, on a après, on ne sait pas non plus les planètes qui ressemblent à la Terre, hein, les planètes telluriques. On n'est pas encore capable de les détecter non plus. Et ça, c'est à cause plutôt de l'activité des étoiles. Est-ce que je réponds? Je pense que je réponds à votre question. Oui, est-ce qu'on peut se dire peut-être qu'il y a 10% des planètes qu'on peut voir et personne qu'on ne voit pas, ou c'est forcément impossible d'envisager cette proportion? Moi, je trouve que c'est difficile de faire des chiffres là-dessus. Ce qui est sorti, c'est que à partir des données de vitesse radiale, il y a eu des tentatives pour donner des fréquences de planètes et de dire, par exemple, une étoile sur 10 à une géante, ou toutes les étoiles de type solaire ou plus tardif ont une Terre. Mais attention, c'est dans les zones où on est capable de les observer. Et du coup, ça veut dire que la fraction des géantes, qui est aujourd'hui estimée basse, est sans doute plus grande. Enfin, il faut espérer. Enfin, j'espère, parce que moi, je travaille à essayer de les trouver. Mais oui. Et en revanche, on n'est pas capable, en imagerie, on est sensible jusqu'à 5 passes Jupiter. En gros, on est encore marginalement sensible aux planètes de 1 ou 2 masses Jupiter. Donc, il y a encore énormément de travail à faire. Hein. Merci. C'est en même temps une question, une remarque, parce que en écoutant votre exposé, ça me remémorait l'exposé de Jacques Lescar. Il y a derrière le problème un petit peu fondamental, théorique, c'est le problème de la stabilité d'un système. Maintenant, ce qu'on sait du système l'autre, du système solaire, c'est que les planètes externes, dont Jupiter, Saturne et Magnétique, est un système stable, et les planètes internes est instable. Disons qu'on ne peut plus rien dire au-delà de 60 millions d'années. C'était là, je ne sais plus, un exposé de Lascar, je ne sais quoi. Et alors, le truc qui était vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, il avait un exposé, c'est la base où tout le monde récapitule toutes les informations, donc la distance en fonction de la masse. Et alors, il semble avoir compris, et là, je vous demande si je ne suis pas bien compris le truc, c'est qu'il avait l'air de dire que les Jupiters, on va dire, leur position naturelle, c'est d'aller très proche du Soleil. Je crois qu'il était 75%, donc c'est appelé les Jupiters proches, et puis chauds, pardon, hein, proches, et des lointaines. Et ça, il rapportait avec le commentaire que la stabilité, c'est que Jupiter, s'il n'y avait pas Saturne sur le système solaire, si un Saturne n'existait pas, Jupiter devrait être beaucoup plus proche du Soleil. Il nous aurait complètement éliminé. Jupiter, on ne pourrait pas en discuter en ce moment. Voilà. Parce que, oui, derrière ça, il y a la folie de tous les systèmes de stabilité. Ça veut dire qu'on ne peut absolument rien mettre aucun ordre dans quoi que ce soit. C'est ça que ça veut dire. Hein. Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Il y a la stabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est à l'échelle de quelques dizaines de millions d'années? Est-ce que c'est à l'échelle de la vie du système? Donc ça, c'est déjà une première question. Je ne sais pas trop ce que Jacques voulait dire là-dessus. C'est toujours relativement à long terme. Hein, c'est toujours. Oui, c'est ça. Même le système, comment dire, le nôtre, à l'échelle de 5 millions d'années, est instable. 5 millions d'années, c'est court. Donc 5 millions d'années, il ne se passe rien. La théorie des Oui, perturbations fait des calculs. Mais c'est très peu, 5 millions d'années. Pardon? C'est très peu, 5 millions d'années. C'est très peu. C'est très peu. Oui. Et l'autre, enfin, je ne sais pas ce que Jacques voulait dire exactement pour Jupiter et Saturne. Enfin, je crois que j'ai compris ce que je veux dire, mais dans Kepler, il détecte des Jupiters. Alors certes, ils sont plus proches que Jupiter. Il n'avait pas la masse de temps nécessairement pour aller explorer le noir. On voit bien Jupiter là, on est à la limite de ce que font les méthodes de transit des vitesses radiales. Moi, je crois qu'il faut être prudent là-dessus. Je ne sais pas. Et comment dire?
Là, s'il se basait sur les interactions disque-planète, je ne sais pas vraiment. Encore une fois, tout est une question d'échelle de temps. Je ne suis pas sûre qu'on puisse affirmer aujourd'hui que si on forme un Jupiter à 6 unités astronomiques, il va forcément se cracher sur l'étoile par interaction gravitationnelle avec le disque. Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire ça. Non, on ne peut pas dire ça. Ah. Dans la théorie du chaos des Camlis, ça consiste à dire, elle donne des chiffres. Si on déplace une planète dans le système solaire 1/10 de millimètre, on ne sait plus du tout où est-ce qu'on va trouver la planète. Oui. Donc, c'est vraiment, c'est brutal, hein, c'est impressionnant. Hein. 1/10 de millimètre sur une planète, on ne sait plus du tout, au bout de 60 000 années, où elle sera. Elle sera quelque part. Oui. Et ça, c'est légal, oui. Mais il faut, merci pour la conférence. Actuellement, on a découvert environ 4000 planètes, dont en gros dans l'environnement du Soleil, quand même, vu par rapport à la galaxie. Est-ce qu'on a une idée du nombre de planètes pour l'ensemble de la galaxie? Est-ce qu'on peut extrapoler? Merci. Bah, moi, je suis pas sûre. Non, enfin, si on se dit que tout est pareil. Planètes que d'étoiles. Pardon? Autant de planètes que d'étoiles. Oui, mais autant de planètes que d'étoiles, c'est en extrapolant ce qu'on voit ici. Donc, ce qu'on voit dans l'environnement solaire, c'est autant de planètes que d'étoiles, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour les petites planètes. Mais, et si on suppose que c'est les mêmes conditions plus loin dans la galaxie, bah, ça sera pareil. Mais on n'a pas de preuves observationnelles parce que on n'est pas capable de les observer. Merci pour votre exposé. Sur votre schéma, là, on semble voir que les planètes gazeuses seraient plus proches de l'étoile que les planètes telluriques. Le système terrestre, le système solaire, c'est plutôt l'inverse. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons pour que les planètes telluriques soient plus proches ou l'inverse? Alors en fait, je pense que vous dites ça parce que les planètes type Jupiter sont plus en haut là, sont plus à gauche. C'est effectivement les Jupiters, ce qu'on appelle les Jupiters chauds ou proches de leur étoile. Et ceux-là, ils sont venus comme une surprise. On pense qu'ils ont migré, qu'ils se sont formés plus loin et qu'ils ont migré. Alors pourquoi est-ce que... oui. Après, il y a la question de savoir quand est-ce qu'ils ont été formés. Parce que les Jupiters, on a vu qu'ils se formaient assez tôt. Et donc, il y a un moment où il y a encore beaucoup où le disque est assez dense, le disque dans lequel il se forme. Donc, il y a possibilité d'interaction et de migration. Il y a des scénarios où les Jupiters ne sont pas encore tout à fait formés, mais ils vont se balader dans le disque et accréter de la matière. Alors qu'à ce moment-là, et ça c'est un moment où le disque est encore dense, il y a du gaz, il y a de la poussière, il y a beaucoup de gaz surtout. Les planètes telluriques, si elles se forment plus tard, on peut penser que en fait, les planètes telluriques se forment plus tard à un moment où il y a moins de disques. Le disque a été expulsé, enfin tout l'essentiel du gaz, quelques millions d'années est parti. Donc il y aura plus ce même type d'interaction avec le disque. Cela dit, s'il y a des petites planètes, elles ont pu aussi avoir été approchées et puis éventuellement détruites. Mais l'essentiel des planètes telluriques, on pense qu'elles se forment quand même un peu après, quoi. Et serait donc plus proche de l'étoile? C'est-à-dire la question, est-ce que le système solaire, il est bien représentatif d'une généralité ou c'est vraiment un cas d'espèce? Je pense qu'on ne peut vraiment pas dire. On ne peut pas dire autre chose. Tant qu'on n'aura pas vu plein de planètes géantes à l'extérieur, enfin, au-delà de 5 unités astronomiques, on ne pourra pas faire une comparaison. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'extérieur. Dans les questions précédentes, il y avait la question de la vie sur la planète. La vie sur la planète dépend aussi de la distance, c'est-à-dire de la chaleur. Oui. Il y a une plage de température qui est quand même très étroite. Oui, c'est ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on définit la zone habitable, qui est un terme que j'aime pas du tout, mais c'est simplement la zone dans laquelle les planètes, l'eau est sous forme liquide, au lieu d'être sous forme gazeuse ou solide. Et donc, ça définit une petite portion
de distance par rapport aux étoiles, qui dépend de la température des étoiles. Et voilà. Encore une fois, j'en suis qu'un amateur astrophysicien. Le modèle de Nice de M. Morbidelli, parce que j'ai lu depuis de longues années, c'est un système dans lequel, justement à partir des systèmes qui ont été découverts d'exoplanètes, c'est de là, je crois, qui est parti pour refaire l'histoire du système solaire et les migrations des planètes, en l'occurrence de Jupiter et de Saturne. Et de Saturne aussi, est-ce que je me trompe ou pas? Ouais, c'est ce que j'ai vu. Chronologiquement, c'est sûr, parce que le modèle de Nice, il est récent. Il date d'après la découverte des premières exoplanètes. Oui, j'entends bien, mais en l'occurrence, monsieur posait la question sur la position de Jupiter, mais en fait, à partir du moment dans le modèle de Nice où on a que Jupiter, je crois, se serait formé très loin, se serait rapproché du Soleil, puis après, il serait reparti. Oui, mais donc on ne peut pas je dirais, prendre le modèle actuel, enfin, la position actuelle du système solaire comme un modèle, puisqu'il a évolué au cours du temps. Tout à fait, oui. Ouais. Mais là, on parle de migrations qui ne sont pas les mêmes que les migrations qui font tomber les Jupiters chauds. Ah ouais. Ça, c'est différent. Ces migrations-là, c'est l'interaction avec le disque, donc c'est différent. Mais ce que vous dites est vrai. Mais c'est bien ça. Ce qui a bloqué quand même la détection des exoplanètes pendant des années, c'est précisément ça. Moi, je me souviens, dans les années 80, et Cyril, tu dois te souvenir aussi, les gens, ils allaient chercher des exoplanètes au CFH. Il y avait Bruce Campbell, un Canadien, qui cherchait un analogue à Jupiter, autour de Epsilon Eridani. Et donc, comme Jupiter tourne en 12 ans autour de son étoile, il allait observer tous les 4 mois Epsilon Eridani et puis d'autres étoiles. Et parce qu'il cherchait Jupiter à la distance du Soleil aujourd'hui. Et ça montre bien, on cherche toujours ce qu'on connaît en fait. Et si finalement on avait pensé qu'il pouvait y avoir des Jupiters chauds, on les aurait trouvés plus tôt que ça. Okay. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que dans les théories dans les années 80, justement, Lynn et Papalouzeau, qui étaient 2 théoriciens dynamiciens, avaient prédit que les planètes, ils étudiaient la formation des planètes, et ils avaient prédit qu'il y avait des planètes qui devaient migrer vers l'étoile. C'est début des années 80. Et comme dans le système solaire, on ne voyait pas ça, et c'était un résultat qui était resté presque sans écho, et il est ressorti au moment de la découverte des Jupiters chauds. Jupiter chaud. Ouais. Ok. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aimez pas l'expression zone habitable. Vous pouvez me dire pourquoi ce que c'est? Parce que parce que parfois ma mère m'appelle en disant « Ah, il y a des planètes qui sont habitées ». Parce que les gens entendent, je dis ma mère, mais il y a plein d'autres gens qui entendent zone habitable et qui pensent les planètes sont habitées ou peuvent être habitées. Et c'est évident que la présence d'eau liquide à la surface d'une planète, c'est peut-être une condition nécessaire, mais c'est absolument pas une condition suffisante. Et le mot habitable, les gens ont tendance à pas voir qu'il s'agit des conditions nécessaires seulement. Enfin, voilà. Et ont tendance à penser qu'elle est suffisante. Donc je trouve que c'est un peu, c'est un terme un peu mal choisi. Mais il est rigoureux, hein, c'est pas un problème, mais il est mal interprété. Bonsoir. Est-ce qu'on est capable de détecter si une planète a un champ magnétique? Ça joue aussi dans l'habitabilité. Oui. Ils vont me demander si on est capable de détecter si on est capable. Oui. Aujourd'hui, non, à ma connaissance, non. Déjà, trouver le champ magnétique des étoiles, c'est pas toujours facile. Les planètes, pour l'instant. Antoine Lavelli semble croire encore beaucoup à ce projet des optiques diluées. Et vous? C'est quoi la question? Antoine Lavelli travaille encore sur l'hypertélescope optique diluée. Oui. Il semble y croire. Et vous? Moi, dans le principe, j'y crois, mais pas dans des échelles de temps très longues. Il n'y a pas de...
enfin, visiblement, il a raison. Si on était capable de le faire avec les précisions suffisantes, etc., le vol en formation, comme il veut faire, avec tous ces hypertélescopes là. Dans le principe, oui, ça, c'est OK. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'on pourra le faire. Merci beaucoup.